Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on enfile la casquette de détective pour suivre l'un des plus grands enquêteurs de l'esprit humain, Claude Lévi-Strauss. Ah oui, un vrai Sherlock Holmes de l'anthropologie. C'est ça. Sa scène de crime, l'infinie diversité des sociétés humaines. Son arme, la linguistique structurale. Et son but, exposé dans son recueil L'anthropologie structurale, c'est de prouver que derrière le chaos apparent des coutumes, des mythes, De tout, en fait. de tout, se cache un code unique, une structure universelle. On va suivre son enquête de son premier indice sur la parenté jusqu'à ses conclusions les plus déroutantes sur la magie. Et c'est une enquête qui commence par une rupture vraiment radicale. Avant lui, l'anthropologie, c'était surtout une accumulation de faits. On décrivait des coutumes étranges. Lui, il arrive et il dit « Stop, on arrête de collectionner les papillons ». Exactement. Il critique ce qu'il appelle l'empirisme, cette collection sans théorie. Et il s'en prend aussi au fonctionnalisme, incarné par Malinowski, qui s'intéressait à l'utilité de chaque coutume, mais ne se moquait un peu de leur histoire. Il appelait ça de l'hérodotage. Du bavardage inutile, en gros, c'est un peu comme si un mécanicien décrivait chaque pièce d'un moteur sans jamais expliquer comment elles fonctionnent ensemble pour faire avancer la voiture. C'est exactement l'idée. Lévi-Strauss, lui, il veut trouver le schéma de montage du moteur. Il est fasciné par la révolution de la linguistique structurale, celle de Saussure, de Troubetskoy. D'accord. Qui a montré que ce ne sont pas les sons qui comptent, mais les relations d'opposition entre eux. Le son P n'a de sens que parce qu'il n'est pas un B. Et il se dit, on va appliquer ça aux sciences sociales. Ce ne sont pas les coutumes qui comptent, mais les relations entre elles. Alors, attends, si j'essaye de reformuler ça. L'idée de base, c'est que notre cerveau, il serait comme un ordinateur avec un système d'exploitation universel. Oui, j'aime bien l'analogie. Peu importe le logiciel, la culture française, bourreau, limite grecque, le système d'exploitation dessous, il fonctionne toujours pareil. Avec des oppositions, des structures, c'est ça. C'est une excellente analogie. Il est convaincu qu'il existe une activité inconsciente de l'esprit qui impose des formes à n'importe quel contenu. Et ces formes, ces moules, on pourrait dire, sont les mêmes pour tous les esprits, qu'on les qualifie de primitifs ou de civilisés. Sa mission, c'est de révéler ces moules invisibles. Et son premier terrain d'enquête, là où il va vraiment tester sa méthode, c'est un domaine qui a l'air d'être un casse-tête monumental. Les systèmes de parenté. Ah, le grand classique. Et il lance cette idée qui va devenir célèbre, la parenté fonctionne comme un langage. Oui, et ça c'est la clé de tout. Les termes comme père, oncle, cousine, c'est comme les phonèmes d'une langue. Tout seuls, ils ne veulent rien dire, ils n'ont de sens que dans un système de relations. Et c'est là que sa méthode devient très concrète, avec l'étude de ce qu'on appelle l'avunculat. L'avunculat, le rôle de l'oncle maternel, c'est bien ça, hein? Ça a l'air d'être un détail un peu précis. Précis, mais un détail qui rendait les anthropologues de l'époque complètement fous. Parfois, l'oncle maternel avait toute l'autorité, parfois, c'était un ami bienveillant. On le trouvait important dans les sociétés matrilinéaires, où la filiation passe par la mère. Ce qui paraît logique. Oui, ça semble logique. Mais on le trouvait tout aussi important dans des sociétés patrilinéaires, et là, ça n'avait plus aucun sens. C'était le chaos total. D'accord. Et comment Lévi-Strauss met de l'ordre là-dedans ? Il change complètement de perspective. Il dit « Arrêtez de regarder l'oncle tout seul ». C'est « Imagine un mobile pour bébé. Si tu touches un des éléments, tous les autres bougent en réaction pour maintenir l'équilibre. » Ah oui, bonne image. Lévi-Strauss dit que les relations familiales, c'est pareil. On ne peut pas juste regarder la relation oncle-neveu. Il faut regarder comment elle équilibre la relation père-fils, la relation mari-femme et la relation frère-sœur. C'est un système de 4 termes, son fameux atome de parenté. D'accord, l'image du mobile est très parlant. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se vérifie? Alors il compare 2 sociétés qui n'ont, a priori, rien à voir. D'un côté, les Trobriandais de Mélanésie, société matrilinéaire. Chez eux, le père, c'est le copain. La relation est tendre, affectueuse, on peut y mettre un signe plus. Ok. Pour que le mobile tienne, l'oncle maternel doit jouer le rôle inverse. C'est lui l'autorité, la relation est distante, antagoniste. Un signe moins. Et en parallèle, la relation mari-femme est tendre, donc plus, alors que celle entre frères et sœurs est marquée par un tabou très fort, moins. Donc on a un équilibre, 2 plus, 2 moins. Et l'autre société? De l'autre côté du monde, les Tcherkesses du Caucase, société patrilinéaire. Et là, surprise, tout s'inverse. Le père est une figure autoritaire distante, signe moins.
Du coup, l'oncle maternel devient... Il devient le protecteur, le confident. Un plus. Et pour les relations d'alliance, le mari et la femme ont une relation très formelle, distante, un moins, tandis que le frère et la sœur sont très proches et affectueux. Un plus. C'est incroyable. Le contenu de chaque relation change radicalement, mais la structure, la formule mathématique en quelque sorte, elle reste exactement la même. Les éléments sont différents, mais la loi qui les gouverne est identique. Voilà. La structure inconsciente est révélée. Et ça répond à la question « Ah, d'où vient l'oncle maternel ?» On n'a pas besoin de chercher une origine historique. Il est une condition même du système. Lévi-Strauss dit que la règle fondamentale de l'humanité, c'est l'interdit de l'inceste. Ce qui veut dire qu'on doit chercher un partenaire à l'extérieur. Exactement. Un homme doit toujours obtenir une femme d'un autre homme. Et cet autre homme, c'est le plus souvent le frère de la femme. L'oncle maternel est donc là, dès le départ, comme une pièce maîtresse de la structure. Ok. L'idée de l'atome de parenté est claire, mais ça me semble, incroyablement abstrait. Est-ce qu'on a des preuves que les gens pensent vraiment comme ça, inconsciemment? Ou est-ce que c'est juste un modèle élégant que Lévi-Strauss a plaqué sur la réalité? C'est la grande critique qu'on lui a souvent faite, c'est vrai. Sa réponse serait que ce n'est pas un modèle conscient. Personne ne se dit « Tiens, ma relation avec mon fils est positive, donc il faut que ma relation avec mon neveu soit négative. » Bien sûr. C'est une logique qui opère sous la conscience. De la même manière qu'on parle notre langue sans avoir conscience des règles de grammaire complexes qu'on applique à chaque seconde. La preuve de l'existence de cette grammaire, c'est qu'elle permet d'expliquer des variations qui semblaient, totalement aléatoires. Cette idée de chercher la grammaire cachée est puissante. On voit comment il déconstruit l'organisation familiale. Mais est-ce qu'il va plus loin? Est-ce qu'il applique cette logique à, à la structure d'un village entier? Absolument. Il s'attaque à ce qui semble être le modèle le plus simple possible, les organisations dites dualistes, ces sociétés qui sont, en apparence, divisées en deux moitiés. Et là encore, il va montrer que c'est pas si simple. Voilà, que la simplicité n'est qu'une façade. Il prend l'exemple des Winnebago, une tribu nord-américaine. Et ce qui est fou, c'est que les membres de la tribu eux-mêmes décrivent leur village de deux manières qui se contredisent totalement. Comment c'est possible? C'est un cas d'école. La première description, c'est celle d'une structure diamétrale. Imagine un cercle coupé en deux par un diamètre. Une moitié ceux d'en haut, une autre ceux d'en bas. C'est simple, symétrique, stable. Ok. Mais les mêmes personnes peuvent aussi décrire le village selon une structure concentrique. Un cercle central où vivent les clans importants et un anneau périphérique pour les autres. Et cette deuxième version, le cercle dans le cercle, elle n'est pas du tout symétrique. Là, il y a une hiérarchie évidente entre le centre et la périphérie. Elle oppose le sacré au profane, le pouvoir central au reste, et surtout, dit Lévi-Strauss, elle cache ce qu'il appelle un triadisme implicite. Elle n'est pas vraiment binaire. Elle est une étape vers une structure à 3 termes. D'accord. Et il pousse l'analyse à l'extrême avec les Bororo du Brésil. Alors, là, chez eux, si je me souviens bien des sources, c'est encore plus complexe. Il y a des divisions binaires dans tous les sens. C'est un véritable labyrinthe de dualisme. Un axe est-ouest, un axe nord-sud, des clans qui peuvent se marier entre eux, d'autres non. Mais en creusant, on découvre qu'il existe une autre structure, cachée, qui est la plus importante. Le village est divisé en 3 classes sociales, qui ne peuvent pas se marier entre elles. Les supérieurs, les moyens et les inférieurs. Donc, tout ce dualisme que les Bororo décrivent fièrement, ce n'est qu'un écran de fumée. Pourquoi une société cacherait sa propre structure à elle-même? Ce n'est pas un mensonge conscient. Le dualisme, c'est une manière de penser. La réciprocité, l'équilibre. C'est une structure intellectuellement plus confortable. La structure à 3 termes, elle, est fondamentalement inégalitaire, hiérarchique. Ah, je vois. Le dualisme est donc une sorte de rationalisation, une projection déformée, qui permet de vivre avec une réalité sociale plus complexe, plus asymétrique. La structure apparente masque la structure réelle. On a donc craqué le code de la famille, puis celui du village. Mais Lévi-Strauss va s'attaquer à ce qui semble être le comble du désordre et de l'irrationnel, le mythe. Dans un mythe, tout peut arriver. Un homme peut épouser sa mère, un monstre poser des énigmes. Comment peut-il y avoir une structure là-dedans? C'est le même paradoxe que pour la parenté. Apparemment, c'est le chaos. Et pourtant, les mythes du monde entier se ressemblent étrangement. La solution est donc la même. Il ne faut pas lire le mythe comme une histoire de façon chronologique. Il faut le décomposer en ses plus petites unités de sens. Les mythèmes. Voilà, les mythèmes et les réorganiser.
C'est là qu'intervient son analyse du mythe d'Œdipe qui est devenu légendaire. Il prend les événements, les résume en phrases courtes et les dispose en 4 colonnes. Exactement. Chaque colonne regroupe des paquets de relations qui partagent une fonction commune. La première colonne, c'est la surévaluation des liens de parenté. Oedipe épouse sa mère. Ok. La deuxième, c'est l'inverse. La sous-évaluation, la destruction des liens. Oedipe tue son père. Jusque-là, on voit bien l'opposition, c'est du Lévi-Strauss pur. Mais les 2 autres colonnes sont plus surprenantes. La troisième, c'est le meurtre des monstres liés à la Terre, les monstres chthoniens comme le Sphinx. Il interprète ça comme une négation de l'idée que l'humanité est née de la Terre. Et la 4e colonne, c'est le contrepoint. Elle regroupe les noms des ancêtres d'Œdipe qui sont tous liés à une difficulté à marcher droit. L'Abdakos, le boiteux. Laios, le gauche, et Oedipe lui-même, celui qui a le pied enflé. Ah oui, pour Lévi-Strauss, c'est le symbole de la persistance de cette origine terrestre. Un être qui sort de terre ne peut pas marcher normalement. Donc si je comprends bien, un mythe comme celui d'Oedipe, ce n'est pas juste une vieille histoire angoissante. C'est une sorte de programme informatique que notre culture a écrit pour résoudre un bug dans notre pensée. Un conflit profond sur nos origines. Sommes-nous nés de la terre, comme le dit la croyance, ou d'un homme et d'une femme, comme le montre l'expérience ? C'est fascinant de voir ça comme un outil. C'est exactement ça. Le mythe ne donne pas la solution, mais il pense le problème. Il met en scène la contradiction et permet de la surmonter symboliquement. La structure du mythe et sa fonction. C'est une théorie élégante, c'est vrai. Mais on pourrait aussi dire qu'il simplifie à l'extrême. Réduire un mythe comme Oedipe à 4 colonnes, est-ce que ce n'est pas perdre toute la richesse, toute la poésie de l'œuvre ? C'est une objection légitime, mais je pense pas que son but soit de remplacer l'analyse littéraire ou poétique. Il cherche à révéler une autre couche de signification, une fonction logique qui opère en parallèle. Il ne dit pas que le mythe n'est que ça, il dit qu'il est aussi ça. Une machine logique. D'accord. Et cette machine logique, on la retrouve à l'œuvre de manière spectaculaire dans la cure chamanique. Oui, l'histoire de Kessalide, ce jeune Indien quaquétol, est incroyable. Il est totalement sceptique. Il pense que les chamans sont des charlatans et il décide de les infiltrer pour prouver leur imposture. Il apprend tous les trucs. Le plus fameux, c'est de cacher un petit bout de duvet dans sa bouche, de se mordre la langue pour faire couler du sang et de recracher le tout au bon moment en prétendant avoir aspiré la maladie hors du corps du patient, sous la forme d'un ver sanglant. Sauf que le plan ne se déroule pas comme prévu. Il se met à pratiquer et ça marche. Il guérit des gens. On l'appelle même au chevet de malades que des chamans plus expérimentés n'ont pas réussi à soigner. Et il y arrive. Et c'est là que l'histoire devient magnifique. Ce type, Kessalide, qui partait comme un démystificateur, se retrouve piégé par son propre succès. Les gens le croient, et parce qu'ils le croient, ces trucs fonctionnent. Incroyable. Ses rivaux, eux, perdent leur pouvoir parce que le consensus social, la croyance collective, s'est déplacé vers lui. L'un d'eux, au comble du désespoir, vient le supplier « Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est réel ou inventé ?» Kessalide reste silencieux, et le pauvre homme, il sombre dans la folie. C'est une ironie terrible. L'efficacité du chaman n'est donc pas du tout physique. Elle est, encore une fois, symbolique. Entièrement. Le chaman ne guérit pas un organe, il réorganise un chaos. Il offre un langage, un système de symboles pour que le patient et le groupe puissent nommer et structurer une angoisse qui était informe. Il offre ce que la psychanalyse nomme une abréaction. Attendez une seconde. Abréaction, c'est un mot un peu technique. Est-ce que ça veut dire, en gros, qu'il fait revivre l'émotion pour la purger ? Une sorte de décharge émotionnelle contrôlée ? C'est une bonne façon de le dire. Le chaman, par son propre récit, sa propre crise initiale, fournit un mythe. Le malade y accroche son trouble personnel. En revivant ce mythe avec le chaman, le malade réintègre son désordre individuel dans un ordre collectif. Et c'est là que Lévi-Strauss a cette formule incroyable. Oui. Il dit que la pensée pathologique du chaman, qui a un trop-plein de sens, vient combler le déficit de sens de la pensée ordinaire face à la souffrance. L'enquête se termine et le coupable semble toujours être le même. Qu'on regarde la parenté, l'organisation d'un village, un mythe ou une guérison magique. Le mobile du crime, pour Lévi-Strauss, c'est toujours cette structure cachée,
universelle, qui opère à notre insu. Oui, sa méthode nous invite constamment à regarder au-delà de la diversité apparente des cultures, au-delà du vécu des individus, pour trouver ces lois inconscientes de l'esprit humain. Il ne s'intéresse pas à l'événement, mais à la structure. Pas au message, mais au code qui le rend possible. Ce qui nous amène à la pensée finale, une idée assez provocatrice qu'il lance à la fin de son chapitre sur le chamanisme. C'est une ouverture vertigineuse. Il suggère que la psychanalyse est la version moderne de la cure chamanique. Dans nos sociétés industrielles, dit-il, il n'y a plus de place pour le grand temps mythique collectif, ce temps des origines, sauf à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, d'accord. La cure psychanalytique, comme celle du chaman, consisterait alors à faire vivre au patient un mythe, son mythe personnel, fait de ses souvenirs, de ses traumatismes, pour restructurer son chaos intérieur. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Dans un monde qui se veut toujours plus rationnel, quelle place laissons-nous à ces structures mythiques qui, de toute évidence, continuent d'opérer en nous et de donner un sens ou un non-sens à nos vies ?